Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce jeudi 23 décembre 22 décembre 2022 dans le cadre de votre programme quotidien. On remue l'actu sur les antennes de For You Media Africa. Vous faites bien d'être avec nous et nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus ce matin. Le sujet du jour nous conduit aux Pays-Bas. Eh bien, le gouvernement néerlandais demande les excuses pour l'esclavage à travers le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, Monsieur Nombisi Wafoué, avec ma collaboratrice qui est sur ce plateau. On aura l'info du jour, les unes du jour, l'image du jour et bien sûr, si le temps nous permet, on aura le buzz du jour. Bonjour, Kouitou. Bonjour, Monto. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour à toute la désormais famille autour d'On Remue l'actualité. C'est un rendez-vous comme autour d'un arbre ou alors autour d'une braise dans les champs africains ou alors dans les grandes campagnes africaines où on discute de ce qui fait l'actualité à travers le monde et à travers l'Afrique. Et aujourd'hui encore, on se donne rendez-vous, bien sûr, jusqu'à un peu moins de 5 minutes avant 12 heures. On sera donc ensemble. Merci d'être des nôtres. L'actualité comme elle va est telle que traitée par les médias africains, bien sûr, il en sera question encore aujourd'hui dans le cadre des unes du jour. Et bien sûr, l'image du jour, je vous réserve parfois des petits insolites ou pas. En tout cas, aujourd'hui, ce sera un peu un alliage des deux, un peu insolite, mais on ira quand même parler de politique ou alors d'un homme politique en Côte d'Ivoire qui est très ancré finalement dans sa culture traditionnelle. Il est issu de parents qui ont travaillé dans la ferme et malgré la posture qu'il a aujourd'hui, il a toujours ce besoin de faire un retour aux sources. De qui il s'agit, allez-y chercher au plus haut des personnalités ivoiriennes et ces images vous surprendront donc tout à l'heure. Merci, Kouitou. J'ai hâte de nous retrouver dans cette chronique. Ce sera du Sud, hein, ça, d'accord. Je sais qu'on était en Corée du Sud. Non, en Côte d'Ivoire. On ira dans une petite campagne, ferme. Et on verra bien que d'homme politique à homme également de ferme, parfois il n'y a qu'un seul pas. Voilà. Merci. Ce sera tout à l'heure dans le cadre de l'image du jour. À présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, nous conduit aux Pays-Bas. Eh bien, le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, a présenté le lundi 19 décembre 2022, lors d'un discours à La Haye, les excuses officielles du gouvernement néerlandais pour le rôle de l'État néerlandais dans l'esclavage qu'il a qualifié de crime contre l'humanité. Aujourd'hui, je présente des excuses au nom du gouvernement néerlandais, au nom du gouvernement néerlandais pour les actions de l'État néerlandais dans le passé, à titre posthume à tous les esclaves du monde entier qui ont souffert de cet acte, à leurs filles et fils et à tous leurs descendants, a déclaré Mark Rutte. Des personnes ont été transformées en marchandises. La dignité humaine a été foulée aux pieds d'une manière horrible, a-t-il ajouté. Ce discours sur l'implication des Pays-Bas dans les 250 ans de traite d'êtres humains dans les anciennes colonies était très attendu. Au même moment, plusieurs de ces ministres étaient présents dans cette ancienne colonie pour discuter de la question avec les habitants. L'esclavage a contribué à financer le siècle d'or néerlandais, période de prospérité grâce au commerce. Le pays a procédé à la traite d'environ 600 000 Africains, principalement vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes. À l'apogée de son empire colonial, les Provinces unies, connues aujourd'hui sous le nom de Pays-Bas, possédaient des colonies comme le Suriname, l'île caribéenne de Curaçao, l'Afrique du Sud et l'Indonésie, où la compagnie néerlandaise des Indes orientales était basée
Cette décision survient alors qu'un autre ancien grand empire colonial européen, la Belgique, réfléchissait également à des possibles excuses auprès de ces trois anciennes colonies. Une commission du Parlement belge sur le passé colonial, créée dans la foulée du mouvement Black Lives Matter en 2020, a achevé lundi 19 décembre 2 ans de travaux sur un constat d'échec faute d'avoir trouver un consensus. Voilà, mesdames, messieurs, telle est notre thématique de ce jour et vous, téléspectateurs, internautes, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos différents commentaires sur notre page Facebook For You Media Africa et à la fin de l'émission, on aura le plaisir de lire vos messages. Avant de parler de ce sujet avec ma collaboratrice Kwechu, on va s'intéresser à un reportage concocté par la rédaction de For You Media et on y reviendra juste derrière. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a officiellement prononcé des excuses pour le passé esclavagiste des Pays-Bas. Pendant des siècles, sous l'autorité de l'État néerlandais, la dignité humaine a été bafouée, a fait savoir ce dernier lundi 19 décembre à La Haye. Des excuses prononcées également à titre posthume à tous les esclaves du monde entier qui ont souffert de cet acte, à leurs filles et fils et à tous leurs descendants. Bien plus, le Premier ministre néerlandais a soutenu que l'esclavage, dans des termes plus clairs, devrait être reconnu comme un crime contre l'humanité. Si ces excuses officielles ont été saluées par des médias néerlandais, elles suscitent néanmoins de nombreuses critiques aux Pays-Bas et en Outre-mer, notamment dans les îles Caraïbes. Parmi les points critiqués, la date arbitrairement choisie, le manque de concertation avec les représentants des anciennes colonies. À Suriname, pays voisin de la Guyane, les militants et les responsables affirment qu'il aurait été judicieux que leur avis soit demandé sur les excuses. De ce fait, l'attitude du gouvernement Rutte, qui ne l'a pas fait, est qualifiée de néocoloniale. D'autres voix discordantes auraient préféré que la date du 1er juillet 2023 soit choisie car elle marque la commémoration de l'abolition définitive il y a 150 ans de l'esclavage dans les ex-colonies néerlandaises. À l'île Saint-Martin, le Premier ministre de la partie néerlandaise, qui n'a ni accepté ni exigé des excuses, appelle plutôt à un dialogue avec La Haye. Du côté du comité de réparation au Suriname, il est reproché au gouvernement néerlandais de ne pas assurer la responsabilité ni l'obligation de rendre des comptes. Dans l'optique de promouvoir une meilleure prise de conscience du rôle des Pays-Bas dans l'esclavage, le gouvernement projette l'annonce de la création d'un fonds de 200 millions d'euros et la construction à Amsterdam d'un musée national de l'esclavage. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'empire colonial néerlandais a connu la prospérité grâce à l'esclavage. Le pays a expédié au moins 600 000 personnes d'Afrique en Amérique du Sud. Merci à la rédaction de For You Media Africa, également la réalisation de cette émission. Kwechu, les Pays-Bas, le gouvernement qui demande les excuses pour l'esclavage, avant peut-être de répondre de certains échanges. Pour moi, c'est un geste salutaire. Déjà, le fait de reconnaître que les Pays-Bas ont colonisé, les Pays-Bas ne se sont pas bien comportés envers certains pays africains. C'est vrai que certaines personnes s'insurgent, notamment ces différents pays qui ont été colonisés par les Pays-Bas. Ils estiment qu'ils devraient être que le gouvernement néerlandais devait leur rencontrer et puis essayer d'en parler avec ces différentes colonies. Pour moi, qu'elle soit sincère ou pas, je salue déjà le geste du gouvernement, le fait de reconnaître que c'est un crime de l'humanité, parce que le Premier ministre l'a martelé dans ses propos que c'est un crime contre l'humanité, et le fait de le reconnaître déjà, pour moi, c'est salutaire. Quant à rester à savoir si c'est sincère ou pas, de toutes les façons, M. Noubissi Wafo essaiera de nous éclaircir là tout à l'heure. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je crois effectivement que la question n'est pas quant à savoir la sincérité ou pas du Premier ministre néerlandais, mais de voir ensemble
cela une sorte de devoir de mémoire qui commence à prendre forme. Parce qu'il faut reconnaître que si on se concentre davantage sur deux pays européens particulièrement qui sont en termes de colonies aujourd'hui qui leur sont reconnues, les premiers, je m'en vais comme ça citer la France et l'Angleterre, ou du moins le Royaume-Uni, il faut à travers cette sortie comprendre que finalement c'est toute l'Europe occidentale qui est bâtie sur la souffrance de l'Afrique. Effectivement. Et qu'il est important aujourd'hui pour ces pays de le reconnaître dans ce mouvement qui est engagé aujourd'hui par l'Afrique, depuis quelques décennies même déjà, par ces porteurs du mouvement panafricaniste. Je pense qu'il n'est pas question finalement de combler tous les torts du passé puisqu'ils ont été faits, mais plutôt de bâtir l'avenir sur la base de ce que il faille aujourd'hui reconnaître les blessures du passé pour avancer. Et tous ces pays font face finalement à d'anciennes colonies qui demandent et exigent ce devoir de mémoire. La France était en Algérie, l'Algérie exige de cela dans la guerre d'Algérie, de reconnaître les torts qui ont été faits. Voilà. Le Cameroun exige de la France finalement qu'elle reconnaisse son tort dans ce qu'on a appelé au Cameroun le génocide, en peuple bamileke. Et de reconnaître ces torts dans l'accession à l'indépendance du Cameroun et tout ce qui s'en est suivi comme torts, blessés ou alors tueries des martyrs, même dans le génocide rwandais. Voilà. Donc s'il y a insistance à ce que ce devoir de mémoire soit fait de la part des anciens pays colonisateurs, c'est que pour avancer finalement, ces pays ont besoin de savoir qu'elles font chemin désormais avec des pays qui vont dans une approche d'égal. Voilà, effectivement. Dans une approche de, non plus paternalisme, mais et clairement... je pense que c'est ce que l'Afrique réclame depuis plusieurs décennies. Et pas seulement l'Afrique d'ailleurs, puisqu'on évoque les Hollandais, les Pays-Bas aujourd'hui, à travers cette sortie, il a été question finalement de comprendre que si dans les derniers siècles, l'Espagne qui a perdu une grande partie de ses colonies bien avant, les deux, l'Angleterre et la France, sont ceux qui ont maintenu le plus longtemps possible encore leur colonie. Mais on comprend finalement que avant, dans les années, dans le XVIIe siècle, puisqu'on évoque d'ailleurs l'âge d'or de cet empire hollandais qui avait été bâti, on reconnaît finalement que dans la traite négrière, il y a eu, mais alors, une forte part à jouer de tous ces pays qui aujourd'hui sont quand même florissants sur le plan économique. Les Pays-Bas, c'est quand même une économie, même si elle n'est pas des plus flamboyantes, elle est quand même une économie assez prospère. Les Hollandais, ils vivent bien, ils ont une économie, tout ce qu'il y a de plus stable aujourd'hui. Et quand on comprend que dans le 16e, le 17e siècle, voire un peu plus tôt, c'est grâce à cette traite négrière qui a été faite entre l'Afrique, les Amériques et même dans l'Asie, puisqu'on reconnaît aujourd'hui aux Hollandais, ce qui est aujourd'hui appelé l'Indonésie, ou même une partie de l'Australie. On va aller encore même du côté d'Amérique du Sud pour reconnaître une partie de ce qui est actuellement le Brésil comme étant une ancienne colonie hollandaise. Et même dans les États-Unis d'aujourd'hui, qui, il faut le dire, d'antan étaient quand même des territoires peuplés par des peuples amérindiens. Donc les Indiens qui, ça aussi on l'oublie parfois, mais eux également ont subi leur part des assauts finalement occidentaux. Des assauts des Occidentaux dans leur territoire avec expropriation des terres, etc., etc. Donc, c'est un tort qui a été fait. Aujourd'hui, de le reconnaître, c'est assez salutaire. Je crois qu'au moins, on peut être d'accord là. Oui, effectivement. C'est salutaire. Je l'ai dit, Kwetu, le fait de reconnaître que ça a été un crime contre l'humanité, c'est un geste très salutaire. Ça veut dire qu'il y a une suite des choses qui peut-être viendront d'ici peu. Donc, déjà, le fait de prendre sur eux, d'assumer que oui, nous reconnaissons et nous demandons pardon, je crois que c'est à saluer. Je pense que c'est aussi une forme finalement de matérialisation ou de preuve de ce que les pays africains ou afro-descendants et tout ce qui constitue le sud aujourd'hui du monde, c'est-à-dire la partie
pauvres du monde, qui est pauvre du fait d'avoir été appauvri finalement par ces pays riches d'aujourd'hui. C'est la preuve de ce que la démarche qui est amorcée, engagée par tous ces pays, est en train de prendre forme. On voit l'Allemagne qui décide de restituer les bronzes du Bénin au Nigeria. On voit d'autres pays, même le Bénin qui a initié finalement. J'ai l'impression que les Français sont même derniers de la classe finalement à ce jeu. Oui. Et donc, pour moi, c'est la preuve que le combat qui est mené porte déjà ses fruits. Oui. Commence à porter de ses fruits. Ça peut sembler tout ce qu'il y a de plus petit ou banal, mais c'est les petites différences finalement qui font toute la différence. C'est des petits changements qui font toute la différence. Et que ces anciennes colonies ou ces anciens peuples ne soient pas forcément d'accord de l'approche qui a été faite au niveau de les Suriname. Là, c'est dans les îles des Caraïbes. Ok, on peut le reconnaître. Il n'y aura pas forcément une synergie pour le moment entre ces différents pays. C'est vrai que tout le gouvernement souhaiterait que ces excuses se fassent en juillet 2023, mais le gouvernement néerlandais a anticipé. Et certaines personnes s'insurgent qu'il fallait rencontrer d'abord les pays colonisés et puis essayer de tabler ensemble sur ce sujet d'excuses. Je pense d'ailleurs que tout ce qui est appelé aujourd'hui francophonie ou encore Commonwealth, et je ne sais pas trop quelles autres associations lusophones qui rattachent les anciens colonisateurs et les anciennes colonies. Je pense que des questions comme celle-là finalement devraient être au centre de ces associations avant de tabler sur les questions économiques, de comment est-ce qu'on va créer une espèce de sous-région bénéfique à tout le monde. Il est déjà important finalement de tabler sur des sujets comme cela parce que ça pose les jalons finalement de tout ce qui est relations et collaboration à venir. Donc, que ces colonies ne soient pas d'accord, l'Afrique du Sud aussi finalement constitue l'un des pays qui aura le plus souffert et le plus longtemps souffert, il faut le dire comme ça. On se souvient encore de Robben Island, qui est quand même cette île pénitentiaire où Nelson Mandela et tous ses frères d'armes a passé plus de 20 ans incarcérés. C'était une île néerlandaise. L'apartheid, même si finalement les Pays-Bas ont perdu beaucoup de leurs colonies à la faveur de l'Angleterre. Il faut reconnaître qu'en Angleterre, en Afrique du Sud quand même, il y avait encore beaucoup d'Hollandais qui étaient en appui à ce mouvement ségrégationniste qui était l'apartheid. Donc, je pense s'il y a un pays aujourd'hui, franchement, qui doit taper du poing sur la table et sortir au créneau pour réclamer, mais alors des excuses au plus haut point, je pense que c'est l'Afrique du Sud. Non, ok, les Suriname, ça fait toujours partie de ces anciens esclaves affranchis qui ont décidé, qui se sont réunis dans des petites îles. A réellement expérimenté cette colonisation. Donc, il n'est pas exclu finalement, puisque le mouvement est engagé par le Premier ministre néerlandais, que ces ex-colonies, ces anciens peuples asservis qui se retrouvent aujourd'hui en mauvaise posture, considérés comme des pays désormais du Sud, pour marquer la différence avec le Nord qui est plutôt riche. Pourquoi ne pas créer finalement une espèce de groupe ou alors d'association pour effectivement porter d'une seule voix le message vers les Hollandais quant à dire non, vos excuses ne seront jamais acceptées s'il n'y a pas un dialogue déjà en commun pour décider déjà de quelle date, parce que la date, elle est des plus importantes. J'évoquais encore hier, le 20, il y a 2 jours, un festival du côté de la France, des Réunionnais, qui eux ont tablé sur la date du 20 décembre pour à la faveur du festival Fête CAF et un festival qui commémore l'abolition de l'esclavage et donc de leurs ancêtres qui finalement marquaient une rupture. Et c'était le 20 décembre 1845. C'est une date qui a été retenue pour la Réunion, qui est une île française et d'anciens esclaves. Donc,
au moins ils ont pu décider d'initier ce combat et de choisir cette date. Et s'il est aussi important pour ces anciennes colonies de tabler sur une date en commun, bon, vivement qu'il y ait un consensus entre eux, mais ça reste quand même assez salutaire et vivement que d'autres moyens soient engagés. On a pu entendre à travers ce reportage de Zélie qu'il y avait des fonds même qui avaient été prévus. Une somme de 250 millions d'euros à remettre à ces différents pays qui ont souffert le martyre grâce à cause notamment les Pays-Bas. L'esclavage, effectivement, de la traite négrière. Donc ça reste par exemple des mesures, des mesures à initier, à mettre sur table qui pourront non pas effacer les blessures du passé, mais donner au moins le sentiment que les cœurs. Oui, ça va. C'est vrai que ça peut effectivement comme une maman qui bat son petit garçon et après pendant que l'enfant est en larmes et tout, la maman vient là, lui donne un petit jus, tiens, prends, et puis il reconnaît, elle reconnaît quand même qu'elle a faussé. Donc c'est... Et que ça serve aussi d'exemple finalement aux autres. Voilà. On a la Belgique qui suit également le pas. La Belgique, elle a rendu une dent. Ouais. Déjà. Une dent de Lumumba, franchement. C'est quoi ce spectacle? Non, je pense qu'il faille des excuses, des excuses qui seront suivies d'implémentation de musées, que ça reste dans la mémoire collective. Voilà. Je crois que ça aussi c'est des plus importants, parce que des institutions comme les musées, ce ne sont pas des lieux qui sont faits pour remuer le couteau dans la plaie, mais simplement pour pouvoir perpétuer à la future génération leur histoire, que ça reste dans la mémoire des uns et des autres, parce que on le dit d'ailleurs, l'adage, dis-moi d'où tu viens et tu sauras où tu vas. Il est important de connaître son passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Effectivement, Kwetu, tout à l'heure on en parlera justement avec notre consultant permanent, Monsieur Noubissi Wafo, mais avant on s'intéresse à notre info du jour et c'est une histoire de moutons. Eva Mouton, effectivement. Aujourd'hui, le sujet du jour, l'info du jour nous conduit en Côte d'Ivoire notamment. Attentat de Grand Bassam, c'était le 13 mars 2026. Perpétuité requise contre 4 accusés. Et voilà, la prison à perpétuité a été requise mercredi 21 décembre 2022 à Abidjan contre 4 accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire ivoirienne de Grand Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016. L'attentat avait été revendiqué par ACMI lors du 7e jour d'audience du procès. C'était hier. Des auteurs présumés de l'attentat de Grand Bassam survenu le 13 mars 2016. Le procureur Richard Adou a d'abord eu un mot pour les 22 victimes de l'attentat. Richard Adou a cité les noms de toutes les victimes, rappelant le rôle joué par certaines pour sauver des personnes au milieu de l'attaque. Puis le procureur s'est lancé dans un historique détaillé des faits, retraçant le trajet de chaque accusé de la conception de l'attentat en passant par la préparation logistique jusqu'au jour de l'attaque. Dans son long réquisitoire, il a ensuite requis la prison à vie contre les cerveaux présumés de l'attentat et contre 4 accusés qui ont assisté au procès pour les faits d'assassinat. Le procureur a requis une peine exemplaire et dissuasive parce qu'il faut, dit-il, décourager quiconque de se prêter à ce genre d'acte de tuer des innocents. Rappelons que le 13 mars 2026, 3 jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, très fréquentée par des étrangers, puis pris d'assaut plusieurs restaurants, tirant à la Kalachnikov sur des clients en terrasse avant d'être abattus par les forces de sécurité ivoiriennes revendiquées par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette attaque djihadiste, la première survenue en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts, dont 4 Français. Et voilà, Kwetu, notre info du jour qui nous a conduit en Côte d'Ivoire. 4 des
Voilà, 4 des accusés de cet attentat du 13 mars 2026 en Côte d'Ivoire ont été, requises hier du côté d'Abidjan. Et puis, pour vous, au Quechou, ces personnes c'est vrai qu'ils sont parmi toutes ces personnes concernées. 4 accusés ont été requises hier. Ils vont au moins payer pour ces personnes qui ont souffert, les familles de ces défunts, de ces innocents qui ont perdu la vie, voilà, à Grand Bassam ce 13 mars 2016. Zone balnéaire. Donc, fortement touristique. Et d'ailleurs, dans les 20 personnes qui ont perdu la vie lors de cet attentat, il faut rappeler qu'il y avait beaucoup d'expatriés, beaucoup notamment de touristes 4 étrangers, Français. Oui. donc 4 Français. Bon, il y avait d'autres aussi, mais il va sans dire que lorsqu'il est des étrangers, et particulièrement des Occidentaux encore, qui viennent perdre la vie, on frôle le problème diplomatique. Et il était important, finalement, même pour l'actuel président Alassane Ouattara, d'enterrer cette affaire, ou du moins, finalement, d'essayer d'apporter des éléments de réponse. On se rappelle quand même que ces attentats ont eu lieu seulement un peu plus d'1 an après son accession au pouvoir. Alassane Ouattara, dans un contexte qu'on connaît tous, qui a été marqué par des violences et des guerres du côté de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était vraiment le coup de massue qu'il recevait en pleine figure, ces attentats de Grand Bassam. Les années passant, il faut rappeler quand même que pour les victimes ou les proches des victimes, ça reste encore très frais. On peut avoir le sentiment, lorsque on n'est pas directement concerné, que voilà, le temps va effacer les torts, mais non. Et d'où l'importance de tels procès, c'est finalement de permettre aux familles de faire leur deuil et d'avancer. Effectivement. Et ça ouvrait, il faut aussi le dire, le champ finalement à la chose djihadiste et terroriste, l'implantation même du djihadisme et du terrorisme dans toute l'Afrique de l'Ouest, même si aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays de la zone ouest africaine, qui est peut-être le moins touché même par des combats djihadistes et moins donc concerné par les problèmes sécuritaires. On voit aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso ou même encore le Niger qui sont très touchés par les attaques terroristes. Donc un combat peut-être de gagner finalement pour Alassane Ouattara et une occasion finalement pour les familles des victimes d'avancer. Et voilà. Et parce que certaines personnes se disent mais non, ça ne sert à rien. Non, les personnes ont déjà été enterrées. C'est important. Le fait de voir que ces personnes qui ont occasionné cela, qui ont fait en sorte que des personnes ont perdu la vie, le fait de les voir payer, ça apaise les cœurs, même si ça ne fera pas revenir ces personnes qui ont perdu la vie, mais ça apaise les cœurs. Au moins, on sait que oui, ils vont payer leurs différents crimes. Effectivement. Donc, c'est une page de tournée désormais. La justice, elle a frappé. Et si d'aucuns ont échappé au mailles défilé, il faut aussi reconnaître que de tels procès, ça sert quand même à retracer finalement ces individus sans foi ni loi et de pouvoir contrer les menaces terroristes à venir. Voilà. Donc, il ne s'agit pas simplement de les faire payer, de les envoyer en cellule, mais c'est de grappiller le maximum d'informations possibles pour aller à la source du djihadisme et du terrorisme dans ces différentes zones. Et cette source, parfois, il faut le rappeler, nous conduit même au-delà des frontières du pays concerné, donc de la Côte d'Ivoire pour le cas de ces attentats de Grand Bassam, et parfois au-delà même des frontières africaines pour remonter plus haut et comprendre que c'est des branches qui, telles des tentacules, sont en train de se répandre en Afrique et donc parfois la source n'est pas en Afrique. Voilà, merci. C'était notre info du jour. On y reviendra demain avec une nouvelle information. Je vais faire la passe à Quechou pour qu'elle nous serve comme d'habitude les unes de ce 22 décembre 2022. Quechou, les unes du jour.
Bienvenue donc à notre point consacré à l'actualité telle que traitée par les médias africains et panafricains. On s'intéresse pour démarrer ce matin à l'actualité du côté de la Guinée-Conakry avec notamment mosaïqueguinée.com. Voilà, le site qui s'intéresse ce matin aux fêtes de fin d'année du côté donc de Guinée-Conakry. Fête de fin d'année à Conakry, Salim Saoré salue les mesures prises par le gouvernorat. Voilà, de quoi il retourne. Eh bien, le conseil, voilà, il faut rappeler qu'un communiqué donc lu à la télévision nationale mardi, c'était il y a 2 jours, le 20 décembre, le gouvernorat de la ville de Conakry, en collaboration avec le ministre de la Culture, a annoncé des restrictions concernant la célébration des fêtes de fin d'année. Et interrogé donc sur ces mesures, le site d'information Mosaïque Guinée relève simplement que l'opérateur culturel Salim Saoré dit ne avoir aucun inconvénient sur des restrictions qui ont été posées par les autorités et d'ailleurs salue cette décision. En tout cas des décisions qui sont assez mitigées, ou du moins accueillies assez diversement par le gouvernement, enfin par l'opinion publique du côté de la Guinée, particulièrement du côté de Conakry. Le point exactement sur ces mesures, c'est-à-dire donc dans mosaïqueguinée.com. Après que Mosaïque Guinée, on reste en Afrique de l'Ouest pour s'intéresser à l'actualité du côté de du Burkina Faso, voilà, le pays des hommes intègres, avec le site d'information Wakat Sera, qui revient donc sur le compte rendu du Conseil des ministres du 21 décembre 2022. Voilà, c'était donc hier le Conseil des ministres qui s'est donc tenu dans la capitale burkinabé, c'est-à-dire Ouagadougou, hier mercredi 21 décembre 2022. En séance ordinaire, c'était donc de 9h à 15h20 20 minutes pour être plus précis, sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, et le président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales et procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Vous avez libellé dans cet article ces différentes délibérations émanant de ce conseil de ministres qui s'est tenu à Ouagadougou, et donc pour les avoir dans les lignes, je vous invite à lire cet article signé donc Wakat Sera de ce matin. On s'intéresse encore à toute autre actualité. Cette fois-ci, on vient du côté d'Afrique centrale avec notamment le site Aluida Info. Voilà. Tchad, la ville de Mondo saturée, les fonctionnaires affluent et attendent le salaire. Voilà, Mondo, une fin d'année difficile qui se dessine pour les ménages. En cause, des fonctionnaires qui n'ont pas encore reçu leur salaire, tandis que les prix ont augmenté drastiquement dans les marchés, que ce soit pour les denrées alimentaires ou encore pour les vêtements. Les chefs de famille serrent les dents, nous fait savoir Wakat Aluida Info, tandis que les commerçants s'impatientent devant leurs étals. Une accalmie inhabituelle qui règne en cette fin d'année dans la ville de Mondo. Certains fonctionnaires des provinces avoisinantes affluent depuis quelques jours déjà à Mondo, chef-lieu, il faut le dire, du Logone occidental, dans l'espoir de retirer leur salaire. Voilà, c'est toute une enquête que nous propose ce matin Aluida Info, qui voilà, revient un peu sur le climat qui règne dans cette ville de Mondo à seulement en cette période de fin d'année et des fêtes qui se rapprochent à grands pas. Voilà, on reste en Afrique centrale et on s'intéresse à l'actualité du côté du Cameroun notamment. On va démarrer avec le quotidien Le Jour et cette
information qui fait tabac du côté du Cameroun. Tribunal criminel spécial Amadou Vamolke, condamné à 12 ans de prison. Le film de l'audience marathon de l'ancien directeur général de la Cameroun Radio Television, la chaîne nationale camerounaise. Évocation donc d'un procès bien particulier et réaction également à suivre en pages 2 et 3 du quotidien Le Jour au Cameroun. Un procès qui, avant que de donner son verdict, a fait trimer des années durant l'ancien directeur de la chaîne nationale camerounaise, Amadou Vamolke, et finalement débouche sur une condamnation à 12 ans de prison, alors même qu'il a déjà passé près d'une dizaine d'années écrouées du côté de la prison centrale de Kondengui, c'est à Yaoundé, dans la capitale camerounaise. Voilà les différentes réactions et le film de ce procès tumultueux qui fait parler tout le Cameroun, c'est-à-dire dans le quotidien Le Jour. À la suite du jour, on s'intéresse à Cameroun Tribune, qui s'intéresse donc aux fêtes de fin d'année. Fin d'année, les fêtes sont là. S'il était encore important de le rappeler, en tout cas Cameroun Tribune le fait très bien ce matin, à 3 jours du premier arrêt que constitue la fête de Noël. L'effervescence monte dans les marchés. Au Cameroun, nous fait savoir le quotidien Cameroun Tribune, grande surface. Et dans les familles, malgré un contexte économique difficile, on s'active donc ça et là pour trouver les moyens de faire plaisir aux proches dans des grands moments de célébration. La température continue donc de monter pour faire plaisir aux plus petits et plus globalement à la famille, puisque ces fêtes de fin d'année sont consacrées à cet effet. C'est un gros plan en tout cas, des pages 15 à 17 que propose Cameroun Tribune cette année sur la fête de fin d'année au Cameroun. Pour sortir, on s'intéresse au quotidien Mutation et peut-être une corrélation à ces fêtes de fin d'année au Cameroun avec un phénomène qui a repris du poil de la bête durant cette fin d'année au Cameroun, particulièrement à Douala, le phénomène des microbes. Et Mutation nous propose ce matin d'en savoir davantage sur le plan anti-microbes. De quoi il retourne? Eh bien, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji assure que l'ordre régnera dans la capitale économique et l'ensemble du pays cette fin d'année. Un Tangandji donc qui s'exprime également sur la répression des manifestations publiques de l'opposition et l'instabilité des centaines dans certaines chefferies, notamment traditionnelles au Cameroun. En tout cas, 3 pages consacrées à cet effet dans Mutation de ce matin, les pages 11, 12 et 13, pour en savoir davantage si les microbes seront écrasés dans la ville de Douala durant ces fêtes de fin d'année. Merci Kouichou, merci comme tous les jours tu nous sers l'actualité, tu nous donnes ces différentes informations des différentes capitales africaines. C'est vrai qu'il y a 2 informations qui m'ont les microbes marqué. Les microbes, oui, et Cameroun Tribune aussi, qui s'interrogeait sur l'effervescence de ces fêtes de fin d'année. On a aussi à lui d'infos. On se disait que ce n'était qu'au Cameroun, donc ce phénomène se vit dans presque toute la sous-région. C'est très compliqué avec les problèmes économiques que connaissent plusieurs pays. Et quand on sait que les périodes de fin d'année, franchement, c'est des périodes où il faut faire plaisir à ses proches et ça demande à dépenser de l'argent. Ça demande à dépenser de l'argent qu'il n'y a pas. Au Tchad, à Luida Info, nous faisait savoir que dans cette région, dans la province du Moundou, les salaires ne passent pas. On craint carrément à des grèves puisque les commerçants s'impatientent, marchandises au sol, pas de clients. Du côté du Cameroun, le Cameroun Tribune, lui, il est assez mitigé quand même quant à dire, c'est vrai qu'il y a la crise, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'affluence dans les grandes surfaces. C'est pas toujours évident
comparativement à d'autres années, mais la fête, elle est là et elle s'annonce bien à quelques jours du premier arrêt, c'est notamment le 25 décembre. Voilà, la fête de la Nativité. Donc, c'est vraiment compliqué, hein, finalement, dans plusieurs capitales africaines qui sont touchées par... Et surtout que, principalement au Cameroun, la vie qui s'annonce, qui sera hyper chère en 2023. En 2023, ça c'est annoncé. Il faut économiser aussi. Pendant ces fêtes de fin d'année, j'espère que tu vas assez économiser parce que en 2023, ça ne sera pas facile. Hein. Les prix, l'huile raffinée tout est annoncé pour grand 1500 actuellement en 2023, on se retrouvera peut-être à 2000. Donc, il faut faire assez d'économies, hein, chers téléspectateurs. Merci du conseil, tout. Merci du conseil. Je te le renvoie, le conseil. Merci. Merci, Kwetu, pour ces une du jour. Est-ce qu'on a Monsieur Noubissi Wafo en ligne? Voilà, on va certainement prendre Monsieur Noubissi Wafo dans quelques instants, mais on s'intéresse à l'image du jour. C'est une histoire de Kwetu, une fois de plus. La terre ne ment pas, dit-on souvent, très souvent même, et encore plus souvent en Afrique actuellement, parce que compte tenu de l'inflation, de la vie de plus en plus difficile dans les grandes capitales, il est conseillé aux jeunes de faire un retour aux sources, de faire chemin arrière, de rentrer dans les grandes campagnes et d'essayer de faire le travail de la terre, l'agriculture, pour pouvoir avancer, le travail de la ferme, développer le levage. Et le conseil dans cette émission ce matin. Oui, c'est 2023 s'annonce dur. Donc il est important. Voilà, il faut sensibiliser. Hein. Tout à fait. Voilà. Vous avez déjà sensibilisé sur l'épargne. Il faut dépenser mollo. Donc, en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé. Sans plus mettre de mystère, lui l'a bien compris et finalement sur ses réseaux sociaux a partagé quelques images, hein, et continue d'ailleurs d'en partager chaque jour un peu plus, de comment est-ce qu'il est aussi à l'aise lorsqu'il est en campagne. Lui qui est fils, il faut le rappeler, hein, lui qui est fils de campagnard, on va le dire ça comme ça, d'éleveur, bien qu'il ait fait ses études et a pu se faire une place finalement dans la chose politique. Il est fils de paysan et à son tour il est agriculteur, orphelin des deux parents aujourd'hui. Eh bien, il a hérité, hein, de ce besoin du travail de la terre et finalement investi dans le domaine, dans ses campagnes, cacaoyer, caféier, arbres fruitiers, du maïs, de la volaille, des plantes et végétaux d'espèces rares. Bref, c'est un investissement finalement pour Charles Blé Goudé dans le domaine et un exemple également de données finalement. Alors on va écouter en son quand même, hein, on va écouter peut-être le temps de 2 minutes puisque l'extrait, la vidéo elle est assez longue. On va écouter avec la réalisation quelques 2 ou 3 minutes finalement de cette immersion de Charles Blé Goudé dans sa ferme. Voilà. J'ai dit. Cette histoire-là, j'ai dit, je suis venu berger, un petit ça m'énerve pas. Je suis venu berger. J'ai élevé le mouton ici. Voilà. Ça, c'est nos villages. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai laissé Google. Moi, ici au village. Voilà. Vous les petits là, vous savez pas où débrouiller. Les grands, tout le monde, vous les laissez là. Hein? Ah. Voilà. J'ai dit, voilà, c'est mon temps qui veut mettre, c'est moi qui veux. La dernière fois, on a braisé le maïs. Aujourd'hui, je suis venu nourrir le mouton. Travailler un peu au champ. Voilà. Quand il dit je suis venu au village, vous croyez qu'il m'amuse. Vous avez à peu près combien de moutons? Hein? Oh, j'ai gardé ici une trentaine, hein? Une trentaine, et puis j'ai mis les poulets qui sont là-bas. Mais les poules se promènent dans la cour ici, tu vois.
Chez nous, au village, en fait, on ne met pas les poules en cage. On les laisse se promener dans la cour. Et tu vas voir que ces poules et ces poulets vont se promener et finissent toujours par venir dormir. Un poulet dort jamais là où il va manger. Donc ici c'est le complément. Donc voilà quoi. Parce que quand on te donne quelque chose, un bien, il faut prendre soin. Ces Ivoiriens, ces villageois qui m'ont donné ces poules, ces poulets, ces moutons, c'est avec le cœur qu'ils m'ont donné. Et donc je dois prendre soin. C'est ça. Voilà. Donc quand on finit les meetings, quand il y a les petits moments de pause, voilà, on continue de tourner, je viens ici prendre soin de mes brebis, de mes moutons, comme un bon berger. Dans ces villages-là, logiquement, les moutons, c'est une richesse. Et on a traversé des villages qui étaient un peu délabrés, mais quand même, ils vous ont donné les moutons. Oui, ça m'a vraiment marqué. Des gens qui, eux-mêmes, sont en difficulté financière, sont en difficulté socialement parlant, mais qui donnent. Ça, c'est un message qui m'est passé. Je pense qu'ils me mettent en mission. C'est leur manière à eux de me montrer leur amour. En pays bêté, l'étranger est roi. Et c'est pas, je ne suis pas étranger ici, mais le fait que je sois quitté très loin à la CPI, que je sois venu ici, ils veulent vraiment me montrer leur amour, me démontrer leur amour, me prouver leur amour. On appelle ça le roi d'idée. Le roi nous y croit d'abord. Le roi d'idée. Le roi nous y croit d'abord. C'est-à-dire, quand les étrangers ne sont pas beaucoup, quand ils ne sont pas nombreux, celui qui accueille n'est pas content. Parce qu'ici c'est l'hospitalité, ici c'est la solidarité, ici c'est le partage. C'est ça. Maintenant, à toi maintenant de savoir déchiffrer le message qu'on te donne. Mais lui là, ça c'est le cabri. Ça c'est le cabri. Ça c'est le cabri. Il est noir. Quand on était étudiant, on l'appelle l'arbitre. Commissaire Waka, Didier, tout cela, ils savent ce que c'est ça. On l'appelle le cabri. Le cabri, nous on l'appelle l'arbitre. Le paradoxe du cabri, c'est que dans la famille des moutons, je vous dis là, on n'est plus sur Google, hein. On est dans la pratique. Le mouton, le cabri, il sent. Le cabri dégage une odeur que tu ne peux pas supporter. Mais le cabri, parmi les moutons, c'est la viande la plus délicieuse. Ah oui, une soupe de cabri. Alors qu'il sent, mais sa soupe est la plus intéressante. Deuxièmement, tu ne peux pas voler le cabri. Jamais. Dès que tu le touches, il alerte tout le village. Il alerte tout le monde. C'est ça. Il dit qu'il a la bite. On l'appelle la bite, mais il suit très vite. Il a la bite. Voilà, mange la bite. Mange. Voilà, allez, reste tranquille, il faut manger. C'est pas te tuer. Mange. Voilà. Après, je vais vous donner à boire. Voilà. Essaye de boire un peu. Tu as mangé, il faut boire un peu. Voilà, bois un peu. Voilà. Voilà, bois un peu. Voilà, c'est bien. Allez, continue, bois un peu. Voilà. Plaisir de voir un homme politique, un futur président, peut-être, voilà, prendre soin de ses bêtes. L'homme politique ivoirien Charles Blé Goudé avec manifeste, ça se voit qu'il maîtrise clairement la question en étant fils de paysan. Il reconnaît en fait ses sources. Et il est dans son élément et vraiment quand à faire même la différence entre la viande de cabri et il dit que c'est tellement appétissant. C'est une belle image de Charles Blé Goudé qui envoie finalement un message fort, un message qui faisait d'ailleurs l'objet d'une des thématiques des conférences débats lors des derniers Pan African Awards, la question de la réappropriation culturelle de l'Afrique comme une clé de la restauration économique. Et ce qui est souvent botté en touche et qui n'est pas toujours reconnu, c'est que dans culture, il y a agriculture. Voilà, effectivement. Et avec le professeur
Jean-Emmanuel Pondji notamment, qui revenait fortement sur la question avec le professeur Binam Bikoy, qui relevait le fait que l'Afrique aujourd'hui approvisionne une grande partie des cosmétiques et autres industries du côté d'Occident et de tous les pays hyper développés. Et que si l'on avait vraiment à miser sur ces cultures qui sont les nôtres, il serait possible de faire un travail inverse. C'est-à-dire quoi? Plutôt que d'importer tout ce qui est céréales, aujourd'hui, on aurait peut-être à l'Afrique à vendre, nous également, de la farine de plantain, par exemple, ou de la farine de manioc. De patates même. De patates, par exemple, mais qu'il y a simplement un besoin à revaloriser tous ces différents domaines de culture africaine et finalement de pouvoir leur donner une valeur sur le marché qui ferait que ce serait aussi compétitif que ce qui vient d'ailleurs. Et je pense même que le personnage déjà va encourager la jeunesse. On voit un homme politique, un futur peut-être président de la Côte d'Ivoire qui s'intéresse à l'élevage, voilà, qui va encourager, et surtout que Charles Blé Goudé est soutenu il met la main à la pâte. Voilà, par les jeunes. On a vu parfois qui arrivent et qui ont peur de se salir les mains juste pour une parade devant les caméras. On aura beaucoup, pour certains, à lui reprocher peut-être dans ses approches politiques, mais il faut reconnaître quand même à travers ces images que on a comme un pincement au cœur quant à voir un homme de scène, de spectacle. Qui est je vais dire, assis financièrement. Aussi. On le voit même là dans les images, il est en plein en train de je vais dire, déboursailler, voilà. Ouais. C'est très encourageant. Il partage beaucoup. Il a beaucoup partagé sur ses plateformes, sur les réseaux sociaux, les images de son passage dans son village. Et une image qu'on n'aura pas aujourd'hui, mais que je veux relever quand même, là où il est en train de boire du vin de palme. Ah, ça? Et en ces termes, il disait ça dépasse tout champagne là. Voilà. Il n'y a pas mieux. Et voilà. Un pur souche. Je rappelle que même de ce vin de palme, finalement, ce qui, dans certains pays, revêt des noms différents. Au Cameroun, par exemple, on parle de Matango. Matango, en Côte d'Ivoire, il a utilisé une toute autre appellation. Pourquoi ne pas vendre ça également Pourquoi ne même pas exporter? Donc, en tout cas, bravo à Charles Blé Goudé pour ces belles images qui nous permettent quand même de comprendre qu'il est une nouvelle classe politique aujourd'hui, une nouvelle génération qui est totalement décomplexée et qui entend redonner quand même une certaine valeur à des éléments de notre culture qui bien qu'on soit assis financièrement, il faut bien penser aussi à ses sources, je vais lui dire ainsi. Oui, penser à ses origines, parce que tu l'as dit tout à l'heure qu'il est fils d'un paysan, voilà, donc c'est totalement assumé. Voilà, il est rentré dans ses ressources, bien qu'il a un bagage intellectuel assez assis financièrement. C'est un homme politique, il a fait des voyages et tout, mais il pense quand même à ces terres, à les valoriser. Charles Blé Goudé, il faut rappeler, pour l'actualité, qui est revenu en Côte d'Ivoire, ça fait 1 mois à peine, après plus de 10 ans dans des soubresauts juridiques, vu qu'il a été écroué, qui est passé par le tribunal pénal international, la Cour pénale internationale, et qui finalement a été lavé voilà, de toute accusation, et qui revient donc en Côte d'Ivoire, et sur qui les Ivoiriens et l'opinion publique internationale surtout, a un regard quant à savoir s'il sera candidat aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Merci Kouetchou, merci. Depuis quelques jours, les images sont vraiment intéressantes. J'ai été marqué par le Coréen qui chantait en langue douala, la reprise de la chanson Songedi, de la légende de la musique camerounaise et africaine, Camille Briand, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. 12 décembre. Merci Kouetchou. Peut-être pour revenir sur notre sujet du jour, on s'intéresse aux Pays-Bas qui demandent des excuses pour l'esclavage. On n'a malheureusement pas eu l'avis de notre consultant permanent, mais on vous promet d'avoir Monsieur Noubissi ou on a rencontré quelques difficultés, quelques problèmes techniques, mais demain on aura Monsieur Noubissi. Peut-être pour sortir, moi je pense peut-être que ces excuses des Pays-Bas, est-ce que ce n'est pas une manière
je vais dire, de séduire l'Afrique, d'attirer l'Afrique, parce qu'on sait qu'actuellement l'Afrique est tellement convoitée. Bon, c'est vrai que ce n'est pas uniquement l'Afrique qui est concernée de ce côté, mais on a quand même l'Afrique du Sud. Est-ce que ce n'est pas une manière d'attirer l'Afrique? L'Afrique qui est convoitée, on a la Chine, on a les États-Unis, on a la France, on a la Russie qui est en train de se tirailler pour avoir je vais dire des coopérations avec l'Afrique. Peut-être ces excuses aussi peuvent s'attendre à un sommet Afrique-Hollande aussi. On en a vu avec les États-Unis. Oui, bon, on parle quand même de la première puissance mondiale. Alors, est-ce que c'est une carte à jouer pour séduire davantage en apaisant les cœurs ces anciennes colonies néerlandaises que de sortir sur la place publique ces excuses? En tout cas, l'on peut simplement saluer les mesures qui ont été implémentées. Il faut reconnaître quand même des Hollandais aujourd'hui que dans les différentes collaborations et partenariats qu'ils nouent avec différents pays, même en Afrique, il n'y a pas, en tout cas, il ne leur est pas reproché, comme à certains pays, ce rapport disproportionné ou déséquilibré. Donc, au fil des années, quand même, c'est un pays qui reste assez ami de beaucoup de pays africains et même encore dans les Pacifiques et beaucoup d'autres de leurs colonies. Donc, une chose peut-être à relever pour montrer au combien ce serait quand même assez difficile, si réellement c'est une approche comme celle-là qui est tentée par les Hollandais, c'est relever quand même qu'un pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui, économiquement, est devant les Hollandais. Est devant les Hollandais. Donc, l'Afrique du Sud qui siège au G20, alors que les Hollandais eux-mêmes ne sont pas. Donc, c'est le colonisateur colonisé désormais. Il faut y aller avec la méthode souple. On voit un autre pays comme le Brésil, je le relevais, dans la carte des colonies hollandaises, il y a une petite part du Brésil aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, ce qui est appelé Brésil aujourd'hui, qui était une ancienne colonie, qui était de petite part de la colonie hollandaise. Or, aujourd'hui, le Brésil est presque le colonisateur des Portugais, puisque les Portugais, pour certains, vont se chercher aussi au Brésil dans cette économie qui est quand même assez florissante. Donc la vapeur est inversée et les rôles aujourd'hui, ou les cartes à jouer, elles doivent être équilibrées, elles doivent être partitionnées de sorte que tout le monde soit gagnant. Il n'est plus question de flouer qui que ce soit. Voilà, et je pense que ces pays ont bien compris que nous sommes décidés, voilà, à avoir des relations gagnant-gagnant. Voilà. Et maintenant, on attend bien la suite de ces excuses. Qu'est-ce qui viendra après? Nous sommes là pour vous donner de l'information en temps réel. Et c'est terminé pour cette édition du programme. On remet l'actu de ce 22 décembre 2022. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Kwecho. À demain, mon tour, avec le même plaisir. On vous retrouve donc demain. Passez une excellente journée et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.